propriété des choses. Et je sais que la même chose est arrivée avec les images de CMTV qui avaient été reprises par VTV. Tu peux ouvrir le monopode au plus, tu sens plus en C'est là. le monopode. C'est tout? Ok, je pensais que tu me parlais du backpack. Non, non, pour juste appuyer envoyer son la petite propos sacoche qui est absolument contraire à celui Ton zoom, il est là. Zoom in, zoom out. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui ces images-là, je le disais tantôt, elles ne manquent pas. Elles sont comme objectives, mais l'utilisation qu'on en fait, la façon qu'on les articule, c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Puis j'ai peut-être envie de vous ramener à la question que je posais tantôt. On voit là-dedans un caractère totalement arbitraire. Il y a des gens qui se font brutaliser, il y a des gens qui ne se font pas brutaliser. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est quoi que ça nous dit, ça, sur la culture de brutalité dans la vie? Je ne saurais pas trop dire. Ce que je vois en tout cas des images là, c'est qu'il y a beaucoup qui prennent ça comme un jeu, beaucoup de policièrerie et tout, peut-être pour dédramatiser les choses, parce que les responsabilités de leurs actes. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est la déresponsabilisation, la gravité des choses dont ils sont responsables. Et moi, à partir de cette vidéo-là, j'ai commencé à comprendre qu'après Jacques Nadeau, c'est le devoir, c'est pas non plus la presse. Le journal de Montréal, mais c'est quand même un média qui n'est pas alternatif, enfin qui ne se prétend pas non plus alternatif, même s'il était engagé. Du coup, à partir de son âge, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des dérapages qui se faisaient, qui ne faisaient plus non plus la différence. Aujourd'hui, là, on en parlait, il y a des journalistes de la presse qui sont brutalisés aussi, mais c'est maintenant seulement qu'on commence vraiment à en parler, même si à l'époque la vidéo avait fait parler d'elle. Mais nous, face à ça, par exemple, on a dû, en tant que médias communautaires, faire des matchs de presse pour que la police nous prenne en considération. Et malgré ça, on avait une équipe qui s'est fait arrêter en souricière et dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose en fait. Au bout d'un moment, qu'on soit journaliste ou pas, quand les policiers chargent, ils chargent. Et bon, là, on a regardé beaucoup d'images de répression, de violence policière. C'est pas juste ça non plus qui s'est passé pendant la guerre. C'est pas juste ça non plus dont vous avez témoigné à l'Université TV. C'est quoi pour vous les moments marquants, les choses importantes dont vous avez pu témoigner à l'Université TV? Comme je le disais tout à l'heure, c'est des moments d'euphorie où on sent que tous ensemble les choses sont possibles et c'est important de les mettre en avant et tout parce que ça donne l'espoir justement. Il y a aussi le fait de donner la parole aux gens qui n'ont pas forcément interviewé des gens qui sont en manifestation ou qui assistent aux manifestations en prenant soin parfois de ne pas filmer leur visage, de ne pas les intimider et tout. Ça c'est un parti pris qu'on s'est toujours garder de faire en fait. On ne peut pas incriminer les gens s'ils veulent parler, s'ils veulent pas, s'ils ne veulent pas qu'on les voit. On va respecter leurs décisions. Après, il y a aussi, on n'a pas suivi non plus que les roues, on a aussi suivi les carrés verts, par exemple, au sujet de la prochaine vidéo, où l'on pourra voir que c'est un autre point de vue sur la grève et que le rapport à la police n'est pas du tout le même, il est même presque inexistant en fait, il n'y a pas de brutalité policière, il n'y a rien qui se passe au niveau de la violence. Et donc c'est encore une fois une espèce de démonstration du caractère arbitraire de la répression. C'est ciblé contre les gens qui contestent en fait. Il y a quelqu'un dans un des deux vidéos qu'on a regardé qui l'exprime bien. La police réprime les gens qui contestent les politiques gouvernementales, qui contestent le système. C'est exactement ça, parce que les Verts, par exemple, contestent aussi, mais ils contestent justement le mouvement contestataire des Rouges. Donc dans un sens, les Verts vont dans le même sens que le gouvernement. Donc ça ne dérange personne au niveau de la police ou du gouvernement. Voilà, donc ils manifestent leur appui aux politiques du gouvernement de hausse des frais de scolarité, puis voici comment ils sont traités par la police en contraste. Chaque fois qu'on essaie d'organiser une manifestation, aujourd'hui c'est la deuxième, il y aura toujours des rouges pour nous couvrir après, donc on essaie de faire valoir notre point de vue qui est avant tout le retour en classe, mais bon, dans certains cas, ici, défendre la hausse. Et dans le fond, nous, on veut vraiment pour montrer qu'on existe et qu'on est nombreux à ne pas vouloir perdre notre session.
légalisation de la marijuana, c'est une mesure qui est absolument logique et rationnelle et bonne, et fondamentalement bonne. Et c'est ce qui nous permettrait, par exemple, de faire la gratuité scolaire en sauvant l'argent qu'on met sur la répression policière. Bon, c'est ça, on est venu voir la manif des Verts un peu pour faire de l'absurdité, juste pour voir c'était quoi leur manif. J'entends toutes sortes de choses, puis des fois je me pose la question, c'est vraiment vrai? Rester seulement dans le sens où nous marchons, afin de ne pas nuire à la population. On ne peut pas bloquer l'autre sens. Donc c'est important, la ligne jaune du milieu, on reste du bon côté, s'il vous plaît. Alors je vous demande. Merci. Ça va éviter que la manifestation puisse devenir illégale. Donc on va commencer, vous pouvez me suivre. Je ne sais pas qui tient la banderole verte en avant. Son Pavel qui me parle, qui se bat comme une cause, puis qui fait avancer le social puis la communauté au complet, qu'un gars qui est stické sur genre moi, je me moi, man. C'est pas un combat. Parce que quelqu'un qui dit je me moi, tu sais, c'est moi, si je fais pas mes études, je deviens pas paramédic, si je deviens pas paramédic, je pourrais pas aider les autres, si je fais pas d'argent, je pourrais pas donner. Tu sais, à un moment donné, c'est comme la collectivité, tu sais, on a entendu souvent ça, là. L'individu est moins important que la collectivité, mais c'est qui la collectivité? Tu sais, c'est chaque individu qui paye pour la collectivité. Les impôts, les taxes, ces affaires-là, c'est ça que ça sert. Et voilà, merci, tu viens exactement à dire ce que je suis en train de te dire. C'est tout le monde qui paye ensemble pour faire avancer une société. Fait que pourquoi quand on est à l'école, on fait fuck le reste? Ben, tu pas fuck le reste. C'est exactement ce que ça veut dire. T'es dans l'école, c'est je me moi, mes études, moi, pour que je fasse moi de l'argent, moi, pour que je paye mes dettes. Mais quand je sors de l'école, c'est la communauté qui compte. Ben non, c'est la bullshit. Je reste tout le temps d'une manière ou l'autre. Bon, mais autant vert, rouge, n'importe quelle couleur, là. C'est pas vrai, là. Le mouvement étudiant, là, c'est chacun, il voit son intérêt dans ce mouvement-là. Tu sais, les rouges, ils veulent pas payer la hausse de 325 ou 240. C'est le poche qui check, pas les poches de la collectivité, c'est le poche. Regarde, on recommence. Moi, je suis pas étudiant. Je me bats parce que mes enfants, dans 15-20 ans d'ici, vont aller à l'école. Une taxe. Le minimum, ce sera pas le même. Une taxe au Québec qui part à 2%, qui monte à 15%, ça baisse. Appel en même temps, c'est bien. Bon, c'est bon, ok. Alors, on était quand même assez nombreux aujourd'hui, mais pas assez pour prendre... on était quand même assez nombreux aujourd'hui, mais pas assez pour prendre la rue pour aller bloquer, dans le fond, toute la circulation. Donc, ce soir, il y a une autre manifestation à 21h au métro Place des Arts. Et vraiment, il faut être plus nombreux pour que cette manifestation-là dure plus de 90 minutes, pour aller chercher le 2 heures pour qu'on puisse encore une fois plus se faire voir. Mais pareil, le but d'aujourd'hui, ça a été aussi de se faire voir. Puis je pense qu'on s'est fait... Ah, c'est bien. Ah, merci. Alors, le but d'aujourd'hui, je pense qu'on a quand même assez réussi. C'était de se faire voir dans les médias, mais je pense qu'il y en a quand même assez beaucoup avec nous aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de vous être levé et d'être venu. C'est vraiment gentil de se lever. Il faut le dire, on est à contre-courant présentement. Alors, c'est ça. Merci. Au revoir. À ce soir. La manifestation des rouges, là, des fois, j'en ai vu une, puis
T'en as qui se prennent avec un apport PRSS. C'est quoi cette affaire-là? C'est bien ça. C'est dérapant. C'est quoi parce que la vitesse suffit? Non, c'est ça. Mais il y a des gens qui pensent tu peux renverser le gouvernement en faisant la grève, puis en faisant les rythmes et tout. Ça, c'était un autre point de vue qui montre en fait la tension qui existait à l'intérieur du mouvement étudiant entre les pro-grèves et les anti-grèves, entre les pro-hausses et les anti-hausses, qui est tout un autre débat qui, lui, a été beaucoup médiatisé dans les médias de masse. C'est intéressant aussi de voir que cet aspect-là, quand on regarde ça, c'est effectivement pas une manifestation monstre. Pourtant, ça a eu beaucoup d'écho dans les médias de masse. Pourquoi est-ce que vous, à l'Université TV, vous êtes allé documenter, par exemple, cette manifestation-là en particulier? Je dois dire que c'est quand même important de voir tous les points de vue en fait par rapport à la grève et pas seulement juste les caribous. Je dis c'était quand même important d'aller filmer les caribés, voir aussi leur communication, qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Justement, comme on est aussi un média subjectif, je veux dire qu'on donne la parole aussi à aux caribés, c'est normal. Et on voit leur façon de raisonner aussi durant ces longs échanges en fait. Et moi, ce sur quoi ce que je veux souligner en fait, c'est par exemple quand le Caribéen parle avec la police, il demande à tous les manifestants de bien suivre le sens de la circulation pour ne pas bloquer justement les autos. Mais je trouve ça complètement aberrant parce que justement une manifestation c'est bloquer les choses, c'est emmerder le monde justement. Après le problème c'est que les gens viennent se plaindre auprès des manifestants alors qu'ils devraient demander leur compte au gouvernement parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Une manifestation c'est on va bloquer le système pour faire pression auprès du gouvernement. Donc là je dévie un peu de la brutalité policière mais je tenais à le dire en fait. En fait c'est peut-être la meilleure façon de boucler la boucle, c'est que si la répression ne touche pas n'a pas touché cette manifestation-là en particulier, c'est parce que cette manifestation-là n'avait aucune intention de déranger. Et c'est ça, en fait, la répression commence quand les manifestations dépassent le cadre que l'ordre établi accepte comme dissidence. Et de toute évidence, ce genre de manifestation-là prend la décision de s'inscrire à l'intérieur de ce cadre-là. Et à ce moment-là, c'est ce qui explique qu'il n'y a aucune intervention policière. Les manifestations, qu'on a vu plus tôt, c'est des manifestations qui, délibérément ou par la situation, finissent par déborder du cadre qui est toléré comme étant une dissidence légale ou correcte, politiquement correcte dans notre société. Et c'est là que la ligne est très mince en fait. Ouais, je pense que c'est le mot, c'est politiquement correct justement. Là, à partir du moment où on dévie de là, c'est la brutalité policière qui prend le devant. Donc, on peut parler en fait de répression politique aussi. Exactement, on peut élargir la chose et parler de répression politique. C'est un constat qui n'est pas fait dans les médias de masse. On refuse de nommer les choses comme elles sont. On parle là de répression politique et dans les médias de masse, on ne n'usera jamais de ce terme-là, de ce concept-là. C'est comme proscrit. Alors qu'on peut dire assez objectivement que cette répression policière-là est l'expression d'une répression politique qui se fait sans être jamais nommé comme ça. C'est tout à fait, c'est implicite, parce qu'on réprime les gens qui portent un message dissident des politiques publiques et qui utilisent des moyens qui ne sont pas autorisés par les autorités publiques. C'est là que la ligne se trace. Depuis la journée, on a en fait plusieurs vidéos. On a réalisé en quelque sorte que les médias, c'est souvent une question de point de vue, qu'on soit d'un média alternatif, d'un média indépendant ou un média de masse. Toutes les questions de point de vue. Et il y a une démystification à faire souvent au niveau des médias de masse. Et peut-être nos prochains invités, s'ils peuvent s'approcher tranquillement. Alors, on va inviter les. On va parler de démystification de médias de masse, justement, avec les gens du GAPA.
Donc le GAPA qui est l'acronyme pour le Guet des activités paralogiques, parasites et antidémocratiques. Absolument. Clin d'œil, j'imagine, au fameux GAPA qui a été mis en place par le service des amis de Montréal. Oui, absolument. Donc, à la base, l'idée avec l'acronyme GAPA, c'était justement de faire une sorte de pastiche de l'escouade Gamma, effectivement. Et ensuite, quand on a décidé, en fait, de l'acronyme GAPA, on est allé voir si ça n'existait pas déjà. Et, surprise, en fait, GAPA, c'est le nom d'un monstre trifidien, oui, qui est le descendant de Godzilla. Et donc, c'était un film japonais des années 60, je dirais plutôt série là. Et donc, voilà, on a comme décidé de reprendre en fait ce concept-là du monstre trifidien, puis on l'a intégré à notre concept, en fait. Ouais. Donc, on est avec Geneviève et Marco, donc aussi GAPA. Oui, un autre. C'est un sympathisant de la première heure. Sympathisant de la première heure. Oui. Donc, son définition, c'est quoi le GAPA? Quel est votre En fait, c'est ça, le GAPA, c'est d'abord une tactique. Bien sûr que ça a été initié par certaines personnes, mais la mission même se veut ouverte à quiconque. En fait, c'est juste une mise en forme. C'est une tactique, en fait, bon, un exemple connu, le manuel d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Bon, le simple fait que la population soit contaminée par Richard Martineau et des éditoriaux du même ordre, il y a chez la population, du moins à mon égard, une certaine culture de résistance envers ça et puis c'est dans les murs de l'UQAM, des cours de rhétorique où, apprenant ça, je me dis, mon Dieu, mais Martineau, tu fais ça tellement mal. Fais ce que tu fais, mais fais le mieux au moins. Et puis, ben, en fait, et donc, le découvrant de GAPA, j'ai découvert avec à peu près exactement cette même réaction ici, puis quelque chose qui se veut plus systématique, qui se veut public, qui se veut ouvert à n'importe qui. Donc, sur Twitter, on trouve un article, on trouve des sophismes, des choses ridicules qu'on essaie de nous passer. Et bien, n'importe qui peut signaler ça. On est comment Twitter fonctionne avec les hashtags, les mots-clés, on peut mettre le GAPA, et puis ça, c'est une alarme. Il y a Facebook, donc par les médias sociaux, et puis ensuite, tout simple petit post de médias sociaux, il y a la création d'images qui peuvent devenir virales, il y a des vidéos aussi. Donc une démarche d'autodéfense médiatique. Oui, absolument. Puis donc on voulait vraiment que le tout, on voulait vraiment favoriser en fait, parce que dans les médias traditionnels, il y a une forme des médias traditionnels, c'est-à-dire on donne la parole à une personne, deux personnes ou un petit groupe de personnes qui est assez restreint. Puis en créant GAPA, on ne voulait pas seulement reproduire cette forme-là où on donne la parole à finalement peu de gens. Il y a peu de gens finalement qui sont impliqués dans le processus. Donc on a vraiment essayé de créer une plateforme collaborative en fait. Donc comment on fonctionnait? C'est qu'on disait aux militants, aux sympathisants, aux amis GAPA, alertez-nous en fait de ce que vous voyez dans les médias, alertez-nous des dérives, des sophismes, des constitutions, des paralogismes, des exercices de relations publiques, du langage abusif ou connecté qui est présent dans les médias. On disait, alertez-nous de ça, documentez les cas, puis nous, à partir de ça, à partir de cette documentation-là, on va créer une action GAPA qui peut prendre la forme de texte, de vidéo, d'images. Donc voilà, ça se voulait vraiment une espèce de processus collaboratif dans la forme même du média. Et c'est d'accord, là, j'imagine que le printemps 2012 a donné matière à plusieurs productions, plusieurs analyses et effectivement, en fait, GAPA, c'est né dans la foulée du printemps, oui, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a fait comme, il y a vraiment une espèce de backlash, en fait, dans ce qu'on vit, la façon dont on se représenté dans les médias. Et donc, ça a été créé, on a créé ça en fait au mois de juin. Et ça a été un peu là le moment où on a moins manifesté, disons, puis ça a été un peu en fait la poursuite de notre mobilisation, mais du côté médiatique. Si on se faisait plaisir justement, puis on se rappelait quelques-uns de ces beaux sophismes de la grève et de
ces argumentations pointeuses médiatiques. Je pense qu'il y en a qui me viennent en tête. C'est ça, là, il y a une panoplie, moi en fait, ce qui me vient en tête spontanément, c'est qu'en fait ça a fait l'objet justement d'une recherche majeure et une vidéo spectaculaire du GAFA qui a étudié, a fait un gros travail d'enquête journalistique sur le journalisme, sur le passage du terme grève à boycott. Parce que c'était pas strictement une question de choix de langue, mais en fait il y a vraiment eu une transition, parce que d'une époque où même les intervenants gouvernementaux parlaient de grève, puis on s'est retrouvé quelques semaines plus tard, ah tiens donc c'est rendu un boycott. Et puis ça a été un lien, une vidéo très forte du GAFA, et donc là, ça attaquait largement ça d'une manière plus pointue. Pendant la campagne électorale, il y a eu une série de vidéos qui là s'attaquaient à justement des cas de Jean Charest qui blâme les dépenses électorales des autres partis sans tenir compte de toutes les promesses électorales et des dépenses qui avaient été annoncées juste avant les élections qui étaient choisies, donc au moment étaient choisies par le même parti. Donc là, il y a un cas assez beaucoup de faux dilemmes pendant la campagne électorale. Le faux dilemme était vraiment un sophisme apprécié des politiciens et des politiciennes, en fait. Là, donc, on se souvient du fameux Jean Charest. Est-ce que vous voulez la rue ou la démocratie? Donc, justement, pour la question du boycott, on a là un bel exemple de dérive sémantique qui a été finalement imposée par le gouvernement et dont les médias de masse se sont fait... ils l'ont repris. Finalement, puisque depuis 1968, les premières grèves étudiantes au Québec, jamais on avait parlé de boycott d'étudiants. Et même Jean Charest, dans une biographie qu'il a consacrée à notre époque, parlait du fait qu'il avait fait la grève étudiante dans sa jeunesse. Donc, c'est quand même assez fascinant. Oui, mais c'est quelque chose de concret, aussi, il y a ça, parce que souvent on parle, on dit, ah oui, il y a une guerre à la langue et tout ça, on sait qu'on parle d'une guerre médiatique, mais ça reste un peu une abstraction. Mais ce cas-là montre que, non, il y a quelque chose de concret, on peut l'étudier et puis on peut l'attaquer, on peut s'en défendre même, c'est possible, c'est pas... il y a moyen de faire quelque chose et à une échelle comme ça, mais à beaucoup plus petite échelle, et ça devient une pratique, ça devient une habitude, ça devient une réaction. Oui, donc c'est ça, ce qu'on avait essayé de faire dans cette vidéo-là, le jour où la grève est devenue un boycott, c'est vraiment de retracer les premières apparitions du terme boycott dans l'univers médiatique. Puis en fait, la première utilisation qu'on a pu remonter au 13 février, donc au déclenchement de la grève, dans un article de la presse par Philippe Lessard, absolument, où il parlait de boycott de cours, en fait, pour la première fois. Le défil en aiguille, le mot du gouvernement s'est passé. En fait, il a utilisé l'expression boycottage de cours. Donc ça a été la première fois, puis par la suite, tout de suite après, en fait, il y a comme le mot du gouvernement qui arrive, puis qui envoie en fait une lettre dans les cégeps des universités pour parler du boycott des étudiants, puis dans le discours du gouvernement, et finalement, c'est repris partout. Et ce qui est insidieux, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, on n'a juste pas expliqué la distinction, ce changement s'est fait là, ce changement-là s'est fait du jour au lendemain, sans qu'on problématise minimalement l'utilisation de ces termes-là, en fait. C'est ça qui est vraiment insidieux, ça s'est comme juste installé progressivement dans le cerveau des gens, finalement, puis bon, c'était plus une grève, c'était un boycott. C'est un combat qui s'est rajouté au mouvement étudiant, non seulement on avait pour... Oui, un combat sémantique. Le fait qu'on faisait la grève et non pas un boycott. Ça traduit clairement une logique aussi d'utilisateur payant que le gouvernement voulait imposer en éducation. On va dire, si on boycotte ces cours, c'est qu'on est un client qui achète un service. Et donc, en imposant ce mot-là, ils ont imposé leur vision de l'éducation qu'ils voulaient faire passer avec leur hausse. Un autre exemple de déformation sémantique, c'est toute l'espèce de jeu qu'il y a eu autour de dénoncer la violence ou pas dénoncer la violence. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes arrêté au GAFA, cette question-là? Parce que, dans le fond, c'était pas vraiment un jeu sémantique, mais il y a eu comme toute une espèce de bulle médiatique là, autour de la violence. Puis on vient d'en avoir des beaux exemples de violence. Là. Donc, je sais pas, est-ce que vous allez regarder ça? Comme militant, récemment, on a eu plusieurs cas vraiment ridicules là-dessus. D'un côté, on a une ministre, Christine Saint-Pierre, qui associe un fait pèlerin parce qu'il porte un camp rouge à la violence et l'intimidation. Et puis là, tiens donc, il y a quelques jours, on voit un prétendu humoriste qui fait des blagues de très mauvais goût où il menace explicitement quelqu'un avec un véhicule, ce qui est peu de choses. Peut-être un acte criminel, vous allez voir les détails.
Et puis ça, mais évidemment, il n'y a aucune condamnation, au contraire, il est encouragé. Puis de notre côté, on dit, ah oui, justement, tu peux absolument condamner la violence, et puis une violence possible, imaginaire, et puis il faut comme la condamner d'avance, d'emblée, intégralement. Alors que là, récemment, on a eu le cas des policiers à Trois-Rivières qui ont, les yeux de tout le monde, tabassé quelqu'un qui était déjà arrêté, qui était déjà immobilisé, et puis bref, qui brutalise complètement. Est-ce qu'il y a dénonciation de cette violence-là? Non. Les services policiers de relations publiques disent il faut voir si c'était justifié opérationnellement avant de se prononcer. Faire enquête. Là, tout d'un coup, on est très prudent, on marche sur des œufs. Puis ça, pour moi, c'est complètement un double standard qui est lourd de conséquences, en fait. Justement, comme on parlait tout à l'heure dans les codes, on passe d'une question sociale à une question commerciale, et puis ça change complètement toutes les connotations, tout le décor du débat. Ouais, ben au niveau, on se disait tout ce débat-là qui a été hyper présent, condamné. Mais finalement, ça, c'est peut-être juste aussi on parle pas d'enjeu de fond, en fait. C'est plus ça qui est à critiquer, je pense, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a toute l'attention, tout le focus médiatique spécifiquement là, sur cette question-là. Puis pendant ce temps-là, on évacue complètement les autres enjeux. Puis ça a récemment fait l'objet aussi d'une image qui n'a pas ce principe-là. Qui est de dire, voyons, non, les médias de masse, vous avez un temps d'antenne, 24 heures sur 24. Vous avez le choix de nous parler des enjeux les plus importants, de ce qui est vraiment important. Puis là, tu as RDI qui te montre un reportage sur un gars au Nouveau-Brunswick, une tempête de neige, puis il est comme, oh, mais j'ai dû pelleter 2 fois cette semaine. C'est pas la faute du monsieur, c'est RDI. Pourquoi il nous montre ça? Pourquoi passer autant de temps sur des... Voilà. Moi, si je peux revenir sur la violence aussi, c'est que c'est plus que juste tendancieux. C'est complètement trompeur d'emmener tout le débat public sur la violence parce que, désolé, mais sans référer à tout, je suis allé à beaucoup de manifs et de la violence est exceptionnelle. La violence est d'abord policière. Puis bon, les gens qui parlent de petites destructions, il faudrait rappeler qu'à de rares exceptions près, c'est des vitrines de banques qui sont brisées et très souvent des banques qui sont reconnues criminellement coupables. Bon, c'est une autre question, on ne peut pas lancer ici, mais quand on parle de destruction, tout ça, c'est rarement hasardeux. Et puis bon, là, je ne dis pas ça d'emblée, il faut voir au cas par cas, mais honnêtement, je serais curieux. Bon, on entend les représentants de centre-ville, les commerçants qui sont pris en otage, mais moi, j'aimerais bien voir de leur part une liste de toutes les victimes, les pauvres vitrines innocentes, les comptes brûlés, tout ça. Je trouve que c'est important de faire un devoir de mémoire. Et puis, ça aiderait leur cause devant le public de nous faire la liste. Parce que bon, on sait qu'il y a une liste qui a été faite des arrêtés, des blessés, des traitements errables. Ça serait pertinent intéressant de comparer avec une liste des des chiffres, des preuves. C'est une silencieuse. Qu'est-ce que le compte veut répondre à cette affaire? Et sans vouloir relativiser, disons que les trucs de banque, ça se remonte assez rapidement, alors que quelqu'un comme Francis Grenier, encore aujourd'hui, il n'y a plus son avis. Oui, et puis ça, je parle d'aller briser la vitrine. Moi, ce qui me dépasse, c'est de voir à chaque fois que les manifestations passent devant les locaux ou le repère plus de la HSBC. Et de voir toute la mobilisation policière, les gens qui sont là, qui ont payé pour leur taxe, parce qu'ils savent que leur taxe, les salaires des policiers, ils sont là et ils défendent le HSBC qui a été reconnu coupable, qui a admis sa culpabilité, qui a payé une amende record pour avoir été reconnu coupable, bon, avoir blanchi de l'argent, les cartels de drogue, Mexique, etc. Ça, c'est drôle, ça, on entend pas ça, les noms, c'est comme... Maintenant, vous avez amené quelques vidéos justement pour nous montrer un peu qu'est-ce que vous faites comme travail. Oui, absolument. Donc, la première vidéo, en fait, qu'on voulait montrer, c'était vous faites l'information. Cette vidéo-là est un peu particulière parce qu'elle n'est pas nécessairement représentative du travail que fait actuellement Yahoo, qui est un travail de bullshit buster, si on peut dire. Donc, d'essayer de détox médiatique. Oui, absolument, c'est un peu. Donc, on va voir un peu les faussetés, les inepties qui se disent dans les médias, les activités publiques, on va démonter tout ça. Donc, cette vidéo-là est un peu particulière parce que c'est pas vraiment ça, en fait, le message qui est lancé. Donc, vous faites l'information. En fait, ce qu'on essaie le message qu'on essaie de passer, c'est de dire vous êtes un média.
Aujourd'hui, les plateformes de diffusion d'informations, de production, de consommation d'informations se sont beaucoup démocratisées. Et tout le monde en tant que tel, ici, qui a un compte Facebook, qui a un compte Twitter, bon, vous savez quoi, vous avez 100, vous avez 150 amis, vous avez une tribune déjà d'une centaine de personnes, là, par exemple. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Vous leur parlez de votre souper, ou vous leur parlez de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe au niveau international. Donc c'est vraiment ça, en fait, le message qu'on voulait passer avec cette vidéo-là, c'est que vous êtes un média. Quel genre de média est-ce que vous êtes? Quel genre de média est-ce que vous pourriez être? Et aussi, vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment ça, en fait, le message qu'on voulait passer avec cette vidéo-là. On va aller voir ça tout de suite. Militants et militantes, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout comme nous, vous vous refusez au sommeil dogmatique préparé par nos élites. La confiance que vous aviez envers nos institutions publiques s'est effondrée. Une à une, vous récupérez les pièces de votre existence mentale et votre dignité. Vous remarquez aussi que vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des spectateurs de l'information deviennent des acteurs de l'information libre et nos rangs se gonflent. Vous êtes prêts à vous battre. Écoutez bien ce qui suit. L'emprise des médias de masse sur les moyens de produire et de diffuser l'information demeure puissante, mais leur poigne se dessert. Bien sûr, ils possèdent un réseau tentaculaire, mais nous aussi à présent. Citoyens, citoyennes, nous sommes ce réseau. Nous avons désormais le pouvoir d'imposer nos préoccupations dans l'espace public. Remarquez, d'ailleurs, comment ce pouvoir est décentralisé. Cela doit demeurer ainsi. Ce pouvoir, nous souhaitons le garder. Nous devons continuer de surveiller les médias traditionnels ainsi que le discours de nos élites économiques et politiques. L'analyse, la critique, l'enquête citoyenne et le fact-checking sont des activités exigeantes, toujours à renouveler. Néanmoins, il est primordial que de l'information critique de qualité circule et soit disponible pour tous et toutes, à tout moment. Il s'agit d'une des portes d'entrée principales du réseau de l'information libre. Sans porte d'entrée, notre autonomie est un piège qui risque de se refermer sur nous, de nous isoler. Surveiller les médias, donc, contre-vérifier leurs sources, leurs études, leurs chiffres. Il vous faudra repérer leurs sophismes, vous indigner de leur propagande, oui, mais aussi vous inquiéter de ce dont ils ne parlent pas. Pour cela, vous devrez continuer de fréquenter les médias alternatifs, citoyens, indépendants. La révolution, chers amis, ne sera pas télévisée. Lorsque vous estimez avoir affaire à des cas de malhonnêteté, d'abus de pouvoir et de désinformation, alertez vos médias citoyens, alimentez-les. Par nos partages et nos retweets, nous diffusons et consolidons le réseau de l'information libre. Il existe des connexions que vous seuls pouvez établir. Commentez aussi ce que vous partagez. Votre voix est une plus-value inestimable, susceptible de faire la différence. Chaque publication est une occasion de pédagogie, de viralité. Il existe un chemin vous ayant conduit jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo. À vous maintenant d'ouvrir d'autres chemins. Enfin, nous vous invitons à vous saisir vous-même des armes communicationnelles. Elles sont là, accessibles, gratuites, à portée de clic et de main. Créez vos propres images, vos propres textes et vos propres vidéos. Votre imagination a désormais le champ libre. Tout est encore à faire, tout est à inventer. Vos médias citoyens seront heureux de partager avec vous leurs expertises et d'accueillir les vôtres. Surtout, souvenez-vous, rien ni personne ne peut s'opposer à la vérité, la liberté et la justice lorsqu'elles sont réunies. GALPA. Surveiller, diffuser, combattre. Intéressant parce que ça rejoint un peu ce qui a été abordé notamment dans la table ronde plus tôt cet après-midi, à savoir il faut arrêter de juste cracher sur la suite des grands médias, mais aussi être le média. Le fameux slogan
des médias à l'époque de Seattle, au prix de médias. Donc, c'est un peu ça aussi le message que vous voulez partager à travers vos activités. De plus en plus, par le nombre, on est, bon, pas l'expression arme égale, mais justement pour voir qui est dessus sur qui, à quel égard. Et puis, c'est que ce que le GAFA montre, c'est que c'est possible. Là, évidemment, ici, on voit plus loin, le lancement avec visuellement un manuel d'instruction, en tant que manifeste, mais ce que ça montre, c'est que oui, il y a moyen de prendre parole, de répondre, de réagir. Moi, sur mon blog, j'ai publié le texte en réaction à l'article qui avait paru sur le site de la presse à propos des médiateurs de la police. À un moment donné, quelqu'un me signalait que l'article, la réponse avait été plus partagée que l'article original sur la presse. Donc, c'est dire que c'est possible, c'est faisable, il y a moyen d'avoir une voix et de répondre. Puis aussi, évidemment, les grands médias ont tendance à ridiculiser ça, à minimiser le rôle. Mais une chose qui a été montrée aussi, c'est le très fort pouvoir soigner, même si vous êtes juste quelqu'un sur un coin de rue qui ne fait pas ça d'habitude, qui tweet un petit truc comme ça, c'est que vous êtes une pièce parmi d'autres. Et puis, le soir de l'ouragan Sandy, il y a tous ceux qui disent « Ah, mais c'est pas fiable, les journalistes citoyens, n'importe qui dit n'importe quoi. » Oui, mais c'est exactement la raison pour laquelle c'est aussi beaucoup plus direct. Moi, j'appelle ça les immédiats. Il y a les médias d'un côté. Ben, les citoyens, c'est des immédiats. Parce que c'est en prise directe sur le réel, c'est n'importe qui, c'est sincère, c'est subjectif, c'est chaque individu qui apporte son lot. Et le soir de l'ouragan Sandy, comme j'allais dire, oui, il y a eu des fausses informations qui sont sorties, mais en un temps record, Twitter était là pour corriger tout ça. Donc, cette espèce d'errance qu'on suppose aux journalistes et aux citoyens, l'expérience semble montrer qu'au contraire, les rumeurs sont rapidement démenties. Ça va faire un lien avec la grève, ça je parlais tantôt avec les États citoyens. ETT de ces médias alternatifs, les médias que nous investissons, est-ce qu'il y aurait eu une mobilisation si grande si ce serait seulement reposé sur les médias traditionnels, comme ça peut être le cas il y a une année? Est-ce que ces médias alternatifs-là n'ont pas participé justement à alimenter le mouvement néo-naziste? Non, on a certainement aidé à garder ça vivant. Oui, là-dessus, dans les manifs de soir, justement, quand les médias traditionnels partaient se coucher, même à une époque où il y avait une couverture quotidienne des grandes manifs de soir, à un moment donné, à l'heure, elle devait dire bon, mais c'est terminé, bonne nuit, bonsoir. Mais en fait, non, c'était l'heure d'allumer CUTV pour voir qu'est-ce qui se passe pour vrai, là. Parce que ça continuait. Et puis, plus tard, quand même CUTV était rentré chez eux, il y avait plus, mais il y avait encore des manifestants, bonne soirée des étudiants qui prenaient la rue. C'est là que c'est eux-mêmes, c'est totalement de la base, par Twitter, par les médias sociaux, que ça gardait une certaine mobilisation, une certaine essence qui permettait d'avoir ensuite, après un événement, de brancher là-dessus, de construire là-dessus. Oui, bien absolument. Là, je pense pas que c'est les médias citoyens ou même les médias sociaux en général qui créent une mobilisation, mais c'est sûr que ça l'aide. Puis, mais je pense qu'il y a vraiment une sorte... ça peut le favoriser dans la mesure où il y a une sorte d'homologie entre la forme des mouvements sociaux en général, qui est vraiment décentralisée, et les médias sociaux en tant que tels, qui le sont aussi, de par cette homologie-là entre la forme, ben c'est clair que ça peut donner une poussée, un élan, c'est ça. La question que Zéro Lessard posait à la Fédération, un congrès de la Fédération des journalistes, se demandant, en faisant, je me rappelle bien, c'était un peu sous la forme du Macoulpa, s'il n'y avait pas, en tweetant les manifestations, malheureusement contribué à ce qu'il y ait encore plus de gens dans les rues. Là-dessus, bon, la question peut se poser. Je pense peut-être que la personnaliser à ce point-là, je dirais que rendu là, c'est peut-être tellement ces tweets de la presse, mais ceux de Professeur Lovely et ceux d'autres citoyens. Si on regarde la vidéo qu'on a regardée depuis le début de cette journée, un peu le contrepoids qui a permis de constituer les médias alternatifs versus les grands médias qui, une ou deux exceptions près, étaient tous contre le mouvement étudiant, contre la grève et pour la hausse des escaliers. Donc, contrepoids vital pour pouvoir rétablir les faits. En fait, dans les premières grandes manifs de soir, je suis encore voyant là, une nouvelle qui parle de 300 manifestants qui sont manifestés. Une minute, là, je suis sorti du travail, j'ai vu un fleuve de 3000 personnes. Je retourne voir l'article. 300 manifestants qui sont partis du parc illégalement à 8 heures, et il pleuvait encore cette journée-là. Donc, pour dire à quel point c'était pas faux, mais c'était loin de la réalité. Pas non plus. C'était 3 heures.
tard, c'était une situation complètement différente. Et puis, donc, justement, il me parlait, bon, quand la couverture médiatique se terminait, les médias citoyens, les streamers, quelqu'un comme Guy Fox, main d'applaudissement, tout le monde, c'est quoi, innovation de goût pour ça. Ça devient de plus en plus un cyborg, c'est beau à voir. C'est commencé juste en iPhone, des rallonges, des à Québec, avec des machines, des batteries. Bref, on parle de médias citoyens. Vous savez, il y a d'autres vidéos que vous présentez. Oui, donc vous avez une quasi-primeur, étant donné que cette dernière vidéo-là est sortie hier. C'est une vidéo qu'on a faite, en fait, c'est un coup d'éclat, en collaboration avec d'autres médias citoyens, donc 99 médias, GAPA, mais aussi Moïse Marcouchabot, un documentariste indépendant. Excusez-moi, fin de bronchite. Et donc vraiment, ça a été vraiment un beau travail collaboratif de plusieurs médias citoyens indépendants ensemble, qui vise à documenter en fait l'usage que fait le SPVM des grenades assourdissantes, en particulier à la lumière de la manifestation nocturne contre l'indexation des frais de scolarité le 5 mars dernier. Oui, je vais prendre la valette. C'est bon. Certains enrages. Je me souviens, il y a quelques jours, le triste anniversaire de la perte de l'œil de Francis Duvalier. C'était une bombe assez puissante. Maintenant, sur le PQ, on a encore des manifs, encore des gens mécontents qui manifestent. Le SPVM continue d'utiliser des grenades. Et donc, le vidéo ici, GAPA, ça participe en fait justement d'un projet collaboratif en trois parties. Il y a des vidéos GAPA qui posent le problème, qui posent la question, et qui s'attaquent aussi plus spécifiquement aux relations publiques du SPVM et à la mauvaise foi qui avait présenté une simple pièce de caoutchouc, alors que c'est la moitié de ce qui constitue réellement ce qui explose dans les airs. Et puis, il y a l'enquête, le texte d'enquête détaillé de Moïse Marcouchabot sur l'utilisation, sur les fonctions des grenades, les compagnies de technologie. Parce que aussi, ça, j'ai pu aller justement hier, il y avait mise à jour constante sur l'article à mesure que l'enquête sortait. Et puis, sur les 99 médias, il y a une vidéo qui retrace toute la chronologie des incidents de grenades le soir du 5 mars. Et puis, donc, ça fait justement un front commun médiatique lancé simultanément ce dossier-là pour ramener ça sur la place publique. Faire le travail journalistique que malheureusement les grandes décisions ne font pas. Je suis un peu craché sur les médias traditionnels peut-être, mais c'est nécessaire. Ces gens-là, ils ont des moyens que les citoyens n'ont pas, mais un peu à la manière dont on a discuté de la musique, de la se positionner avec l'avènement de l'Internet, de changer, de trouver votre vraie mission, votre vraie nécessité, et puis souvent de gens qui disent les gens qui écoutent nos journaux, comment rendre nos journaux plus pertinents. Peut-être que les gens n'ont pas l'intérêt d'acheter des dizaines de pages de publicité et de gens qui ont pété 2 fois dans la semaine. Excellent. Bon, on va aller regarder ça immédiatement. Espérant que ce boule de neige, avec qu'on est dans la journée des médias alternatifs dans le cadre du festival Oui! On a des politiques, on a des valeurs organisationnelles aussi qui nous sont très chères et très importantes. Et la question de comportement éthique, d'intégrité et de respect, c'est extrêmement important. Et là-dessus, je suis non négociable. Amis GAPA, Québécois et Québécoises, depuis la manifestation nocturne du 5 mars dernier, GAPA reçoit des informations inquiétantes. Écoutez bien ce qui suit. Au cours de cette soirée, le service de police de la ville de Montréal s'est servi d'un nombre important de grenades assourdissantes. Cela ne surprend guère. Le SPVM semble affectionner tout particulièrement ce dispositif de dispersion de foule, tristement célèbre depuis l'explosion qui aurait fait perdre l'usage d'un œil à un étudiant au printemps dernier. Remarquez qu'il est encore difficile de faire la lumière autour de cet événement, qui n'a fait l'objet d'aucune enquête appropriée par un autre corps de police. Le SPVM a commencé à utiliser ce type d'arme suite aux émeutes de Montréal-Nord, déclenchées à la suite de la mort du jeune Freddy Villanueva, tué par balle par un de ses agents. Les policiers étaient alors démunis puisqu'ils ne pouvaient se servir que de leurs bâtons pour brutaliser
localisé, ou plutôt pour protéger la foule. S'inspirant alors de pratiques courantes en Russie et en Israël, des États phares en matière de démocratie et de respect des droits humains, le SPVM aurait senti le besoin d'élargir lui aussi son spectre d'utilisation de la force. La Rubber Ball Blast Grenade est décrite par son fabricant comme une arme sous létale de diversion. Examinez l'explosion suivante. En réalité, vous remarquerez deux explosions. La première, qui détache de la bombe en tant que telle le bouchon d'amorce. La seconde, impliquant 8 grammes de poudre éclair et 26 grammes de gaz irritant, produit une déflagration de 175 décibels à 5 pieds. En mars dernier, en réaction à la polémique autour de la blessure de Francis Grenier à la suite d'une explosion, le SPVM procédait à une opération de relations publiques d'envergure. Déballant devant les médias de masse son arsenal, l'inspecteur-chef à l'abordage précisait alors que le SPVM utilisait la Rubber Ball Blast Grenade pour limiter les blessures, insistant tout particulièrement sur le fait que la base de la grenade était en caoutchouc, une matière souple. L'inspecteur Bourdage, refusant de commenter la blessure de Francis Grenier, avançait, comme preuve que les grenades assourdissantes seraient sécuritaires, le fait que le seul autre blessé répertorié n'aurait pas été blessé par les débris du caoutchouc, mais parce qu'il portait des lunettes. On n'a aucun cas qui a été signalé où un RPG, le Rubber Ball Blast Grenade, qui est la grenade de caoutchouc noir molle qu'on a vu tantôt, où ce qu'elle s'est séparée et la partie inférieure a été dans le visage d'un. Pourquoi le SPVM a-t-il caché à la population une information aussi importante sur la composition matérielle de ces grenades en montrant aux caméras la partie souple de celle-ci, mais en cachant l'existence d'une partie rigide et contondante en métal? Il semble évident que cette pièce peut être extrêmement dangereuse, surtout si elle venait à être éjectée à proximité de la tête d'une manifestante ou d'un manifestant. Sans compter l'explosion des 8 grammes de poudre éclair, susceptible de produire ce genre de blessure. Et aussi le niveau de pression acoustique qui, à 175 décibels, à 5 pieds, tombe déjà directement dans la catégorie des risques de perte d'audition, sachant que 140 décibels sont considérés comme le seuil de la douleur, que le niveau de pression acoustique double pour chaque décibel supplémentaire. Disons que vous ne souhaitez surtout pas qu'un de ces engins vous explose à la tête. Alain Bourdage affirmait que ces grenades étaient toujours lancées au-dessus de la tête des gens et jamais dans le but de blesser. Or, il y a maintenant trop de témoignages et de preuves pointant dans une autre direction pour le croire. D'ailleurs, vos médias citoyens ont accumulé plusieurs preuves d'explosion à la tête durant la manifestation du 5 mars dernier. De plus près maintenant. Et encore. Même les patrouilleurs de la presse n'ont pu s'empêcher de dénoncer ce fait. Gappa a d'ailleurs été informé que certaines personnes auraient été blessées au cours de ces explosions. Un incident similaire a déjà eu lieu dans une manifestation de Occupy Auckland en 2011. Pourtant, la politique interne de la police d'Auckland précise que ce genre de grenade doit être lancé à une distance sécuritaire de la foule afin d'éviter des blessures inutiles. Les recherches effectuées par le documentariste indépendant Moïse Marcou Chabot, avec qui Gappa collabore dans ce dossier, nous confirment que ces armes doivent être lancées de façon à exploser à au moins 2 mètres au-dessus de tête. Gappa interpelle donc aujourd'hui le SPVM et le ministère de la Sécurité publique et invite la population du Québec à en faire autant. Le ministère de la Sécurité publique a-t-il testé la dangerosité de la Rubber Ball Blast Grenade? A-t-il émis des directives d'utilisation? Si oui, quelles sont-elles? Ces directives proscrivent-elles les tirs à la tête? Si le ministère n'a pas testé cette grenade, comment peut-il continuer à autoriser son utilisation alors qu'elle fait l'objet d'allégations sérieuses? L'utilisation qu'en fait le SPVM s'apparente dangereusement à des cas d'agression.
Si le SPVM les juge vraiment inoffensives, Kappa lui recommande de tester d'abord ses grenades sur ses propres agents avant de les balancer à la tête des manifestants ou des manifestants. Surtout lorsque celle-ci ceci s'affaire à soigner un blessé. Kappa croit que le SPVM devrait au moins essayer de respecter les conventions de Genève. Kappa, surveiller, diffuser, combattre. Ouais, plutôt troublant. Partage. Et tout un travail aussi journalistique, disons quand même. D'ailleurs, donc un film comme ça, c'est quoi les suites qui s'en viennent? J'imagine qu'on lance la voie là-bas, mais il va en plus que ça. Déjà, la première réaction, premier grand appui, en fait, il y a une page Facebook Berthomet, je sais pas si Monsieur Stéphane Berthomet, si je ne me trompe pas, qui est un ancien officier de la police française, qui est vu maintenant, qui est déménagé au Québec. Il a écrit là-bas en France un livre, si je ne me trompe pas, sur le terrorisme, comment c'est traité en France. Puis bon, il se prépare en fait, lui, à écrire un livre sur la police au Québec, en lien avec le printemps dernier. Et donc, lui, étant ancien policier, on les contacte. Et il a donc contacté un expert policier en contrôle des foules qui a 20 ans de service et à qui il a fait visionner, en fait, la vidéo GAPA qu'on vient tout juste de visionner. Et cet ex-policier-là, expert en contrôle des foules, là, vraiment, il a supervisé plusieurs G20. Il était absolument en accord avec tout ce qui s'est dit, l'information est exacte, puis il dit qu'effectivement c'est une utilisation super dangereuse des grenades assourdissantes dans ce contexte-là. Donc on a eu cette première réaction-là. Malheureusement, cet homme-là en question doit demeurer anonyme en fait, étant donné qu'il y a des clauses de fidélité et de confidentialité avec le service de police. Donc voilà, donc on a cette première réaction-là qui est vraiment... Ce qui est gros ici, c'est qu'à ceux qui disent avoir quelque chose de propagande biaisée, ben, désolé, ici on a un professionnel expérimenté tout à fait crédible qui confirme l'objet de la recherche d'un contenu vidéo, la pertinence des questions posées. Donc là, bon, c'est sorti hier, on a ça, là, on a des gens qui nous disent, ben là, vous la traduisez en anglais, ouais, donc elle marche très très bien depuis hier, cette vidéo-là, elle circule beaucoup. Puis on espère que ça va avoir un impact. Et que tu aies fait une coopération avec les gens de l'Université de Média, justement, ça me permet de faire... On est raccord avec la dérive, parce que justement, ça, c'est une nouvelle vague. Bon, justement, pour ça, demander quelles sont les suites. Bon, mais ça, c'est en soi, c'est aussi une suite à sa manière au documentaire dérive qui a quand même fait beaucoup parler de lui, qui a mis un certain momentum médiatique. Bon, on attend toujours qu'il y a... trouve que ce soit plus pertinent que d'inviter Lise ou Agnès, mais bon, c'est autre chose. Et puis, disons que les preuves s'accumulent dans le dossier de la répression policière, parce que c'est un peu ça le fond de la question, c'est l'imputabilité dont jouissent les policiers depuis trop longtemps. Non, c'est ça. Et puis la culture du silence. Exactement, et si je peux terminer là-dessus, du moins je peux encore glisser ça, une chose qui me dérange beaucoup, c'est quand on dit que les gens qui posent des questions comme ça sont anti-policiers, mais pas du tout. Les politiciens qui disent « Ah, mais je défends le bon travail de la police », ben oui, ils ont raison, mais c'est précisément quand on se soucie du bon travail de la police qu'on aurait intérêt à demander une enquête publique, à demander plus d'imputabilité aux policiers. Où est-ce qu'ils sont, les policiers qui ont honte de leurs collègues? Ils peuvent pas parler. Et donc, c'est pas étonnant qu'effectivement, il y a comme un cercle vicieux, là, on se dit, mais pourtant, ça devrait être eux, ou alors les retraités. Où est-ce qu'ils sont, les agents, pour dire non, on n'est pas tous des brutes, on n'est pas tous des imbéciles. Le peuple, la population demande sur une enquête publique, une commission permanente. Là, il y a présentement ces jours-ci même un projet de loi sur la question.
oui. Ça bouge de ce côté-là. Vous mettez la pression. Donc, on va accueillir les gens de 99 médias maintenant, je pense. Sans faire le lien avec tout ça. On va poursuivre et clôturer cette première partie de Maison Libre. Après ça, il va y avoir les gens de CKUT qui vont se joindre à nous pour parler de la diffusion en direct, quelque chose que les gens de 99 médias connaissent bien pour l'avoir fait beaucoup pour le faire en ce moment. Donc, tout ce qui est couvrir les événements en direct avec les gens de CKUT, ça va être, j'imagine, plus orienté vers la radio. Ça va être vers 3h30. Donc, ça nous laisse une demi-heure pour discuter avec 99% médias. Puis effectivement, on peut comme sauter directement dans le bain. On en parlait tantôt, le documentaire d'Éric que vous avez mis en ligne. Il y a quoi? Il y a un mois aujourd'hui. Il y a un mois, déjà plus de 100 000... 50 000. C'est un autre... 100 000, c'est sécurité publique ou contrôle politique. OK, voilà. Donc, en tout cas, 99 médias qui a une portée vraiment majeure sur les médias sociaux. Peut-être pour commencer, situer un peu 99% médias, ça arrive de où? On voit 99%, on a vu ça sortir avec le mouvement Occupy en 2011. J'imagine que c'est comme dans cette espèce d'effervescence-là, d'occupation de l'espace public, de réflexion sur comment médiatiser cette expérience-là que vous en êtes venu à fonder ce média-là. Oui. Ben, en fait, c'est très simple. Effectivement, c'est né à travers le mouvement Occupy. C'est des gens qui se sont rencontrés sur le bitume, sur le trottoir, des gens qui avaient des caméras entre les mains, et puis qui filmaient de différentes façons. Des gens plus ou moins impliqués dans ce mouvement-là. Moi, par exemple, j'y allais juste les fins de semaine avec mon gars, j'allais filmer parce que ça m'intéressait, parce que bon, j'aime fondamentalement filmer. Alors, c'est une occasion pour moi aussi de rencontrer du monde, tout ça. D'autres avaient un intérêt plus activiste, de passer des messages. Alors, il y a toute une pléiade de personnes qui se sont rencontrées et qui se sont dit « Hey, pourquoi on ne se regrouperait pas puis on ne commencerait pas à échanger et puis à diffuser notre information. » C'est fait un site Internet. À travers ça, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une diversité de propos, une diversité de vidéos, une diversité d'approches qui était hyper intéressante à travers les productions d'un peu tout le monde. En discutant ensemble, on a réalisé que 99 médias, de tout ça émergeait, de cette diffusion-là, de toutes ces vidéos, de tous ces propos-là, de tout ce que les gens nous disent dans nos vidéos, ben, ça a devenu comme une ligne éditoriale qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on alimente constamment, et puis qu'on a une espèce de feedback aussi à travers des citoyens qui commandent, qui nous donnent leur opinion. Alors, 99 médias, c'est un média de réseaux sociaux. Souvent, on nous pose la question, puis c'était très amusant, maintenant on faisait le compte-rendu de comment, dans les médias, on nomme 99 médias. Alors, c'était parfois des activistes. Chez Radio-Canada, à un moment donné, c'était le média communautaire. C'est devenu le média militant. Média à la solde du parti monte à Saint-Bruno. Alors, il y a différentes sortes de façons de nommer cette chose-là, que même nous, on a de la difficulté parfois à nommer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, dans le fond, peut-être que médias citoyens, médias indépendants, peut-être que simplement c'est un média qui est adapté au 21e siècle, un écosystème nouveau qui est en train d'émerger. Un média définitivement contemporain qui se sert de toute la diversité des outils que le monde, la société de l'information et de la communication met à notre disposition.